Bien, bonjour à tous. Très très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait longtemps. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un webinaire. Salut Julien. Salut Franck Maxime. doit être dans les spectateurs. Franck ne devrait pas tarder à arriver. Franck qui nous fera un petit témoignage. Franck qui est responsable ligne dans une entreprise du secteur de luxe, qui nous fera un retour sur l'importance de la formation. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau webinaire. Euh, je vais essayer de retrouver Franck dans les invités. Hop, dès qu'il sera connecté pour lui donner la parole. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau webinaire. Alors, ça ne vous aura pas échappé. Normalement, vous voyez tous mon écran. Julien, tu me confirmes qu'on voit l'écran. Ouais, Super. on voit l'écran. Donc, ça ne vous aura pas échappé. On va échanger pendant 1 heure sur un sujet hautement important. C'est comment rendre ces collaborateurs finalement acteurs de l'amélioration continue. Alors, pourquoi ce sujet? Alors, on a mené un petit paquet d'interviews avec Julien, avec des responsables de ligne, des directeurs de PME, des responsables de production, et on a pas mal de choses intéressantes à vous partager. Alors, à ce moment-là, avant de passer au sommaire, peut-être un petit tour de table. Julien, à ce moment-là, peut-être commencer, et puis Franck Ouais, va nous rejoindre et on passera à Franck. ouais, ça marche. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Julien Charles. Moi, je suis le PDG et cofondateur de Seven Shapes. Donc, pour ceux qui connaissent, Seven Shapes, c'est une solution de formation innovante basée sur une simulation, donc une usine-école dans laquelle vous allez pouvoir apprendre tous les principes de l'amélioration continue ou lean management ou excellence opérationnelle. On peut utiliser différents termes. Et donc, nous, on peut vous accompagner du coup dans la formation de niveaux de sensibilisation en ligne jusqu'à des niveaux experts qu'on appelle le black belt. Voilà. Donc, nous, on fait ça depuis la société a 4 ans. On commercialise vraiment depuis 2 ans et demi. Comme on disait, on a beaucoup d'utilisateurs. On a plus de 7000 utilisateurs maintenant. Et donc, on en a profité. Donc, on a tout type d'entreprises, des personnes qui souhaitent se former. Alors, on a des entreprises, PME, ETI, grands groupes. On a également des personnes qui souhaitent avoir une certification pour reconnaître leur niveau sur le marché du travail, par exemple. Et donc, on a énormément de différents clients à différents niveaux de maturité du lean. Et donc là, les 2, 3 derniers mois, on s'est dit, tiens, on va aller interroger plein de personnes, donc une centaine de personnes, un peu plus, pour comprendre un peu où ils en sont, leur niveau d'amélioration continue, etc. Donc moi, j'ai un passé, je travaille dans un grand groupe, puis ensuite j'ai été consultant, puis consultant dans une entreprise, puis freelance, puis ensuite j'ai lancé Seven Shapes avec la Seven Shapes School, avec mon associé Frédéric, qui, elle, vient du jeu vidéo. Voilà. Frédéric qui est dans le chat, je crois. Yes. J'ai vu Frédéric passer. Ah bah, super. En attendant que Franck nous rejoigne, je me présentais rapidement. Donc, moi, c'est Maxime. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis business developer et aussi formateur chez Seven Shapes. J'ai passé un petit peu de temps dans l'industrie avant de rejoindre l'équipe de Julien. Et en général, c'est moi que vous avez au téléphone quand vous voulez passer commande pour une formation ou des licences. Donc voilà, rapidement. Le temps que euh, Franck nous rejoigne, on va vous présenter le sommaire. Alors, euh, en première partie, un condensé finalement des interviews menées par Julien et moi, avec notamment les raisons pour lesquelles les entreprises n'arrivent pas à déployer ou pérenniser leur démarche Lean. En deuxième partie, un retour d'expérience de Franck, responsable Lean dans le luxe, sur l'importance de la formation. Et forcément, une démo de notre nouvelle solution en troisième partie, le kit amélioration pour tous, pour vous permettre en fait de rendre vos collaborateurs acteurs de l'amélioration continue. Alors, restez jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise à la fin. Gardez vos questions bien au chaud. Alors, soit dans l'espace questions-réponses, soit dans le chat. Je vais m'occuper un peu de la régie, je vais les noter et on aura un petit temps de questions-réponses à la fin du webinaire euh, pour poser vos questions. Et à ce moment-là, n'hésitez pas, je pourrais aussi vous permettre de parler à la fin du webinaire. Voilà. Bah, écoute, Julien, c'est à toi Ouais, sur un condensé des interviews euh, exactement. qu'on a pu mener. Ouais. Ouais, donc Franck va arriver, il m'a envoyé un petit SMS. Là, il n'avait pas le bon lien, donc je vais renvoyer le lien Ça Zoom. marche.
Ouais, il s'était planté de lien. Donc, il devrait arriver. Je viens de lui renvoyer. Très Donc, du bien. coup, voilà. Donc, en gros, nous, ce qu'on fait chez Seven Shapes, donc, on forme environ entre 400 et 500 personnes par an sur différents niveaux. Donc, comme je vous le disais, donc sur des niveaux vraiment certifiants, yellow, green ou black. Et puis ensuite, on fait aussi de la sensibilisation. Et en fait, on a du coup tout ce panel de différentes entreprises, types d'entreprises. Donc, il y a beaucoup d'entreprises françaises. On bosse aussi pas mal sur l'étranger. Chine, Corée, Japon, pays nordiques, les US aussi. On a fait pas mal de formations là-bas. Mais on s'est concentré quand même sur un marché français pour nos interviews. Et du coup, on a essayé de poser différentes questions pendant ces interviews, dont notamment déjà une première question, et je pense qu'on pourra vous la poser dans le chat aussi. Est-ce que votre Tout à fait. entreprise ou l'environnement dans lequel vous travaillez, cette entreprise a une démarche d'amélioration continue ou non? Ça a été la première chose. Les deuxièmes questions, c'était de se poser s'il n'y a pas d'amélioration continue, est-ce qu'il y a envie d'aller vers une démarche d'amélioration et pourquoi? Est-ce qu'il y a des objectifs à atteindre de sécurité, de qualité, de niveau de service, de performance au sens large, de coût? Si toutefois il y a une démarche mais qu'elle fonctionne plutôt bien, qu'est-ce qui pourrait faire cranter pour que ça fonctionne un petit peu mieux? Donc là, plutôt les entreprises un peu plus matures. On a également posé des questions sur ça pourrait être quoi le déclencheur pour démarrer de l'amélioration. Et après, derrière, voilà, on a discuté un petit peu. Donc moi, j'ai passé à peu près une demi-heure, 45 minutes avec différentes personnes. Donc, des personnes dans l'excellence opérationnelle, des responsables, des consultants, des formateurs, des students, ce qu'on appelle nos students chez nous, donc toutes les personnes qui se sont formées avec nous, qui très souvent évoluent dans des entreprises plus ou moins matures. Et en fait, donc là, vous le verrez, on a écrit un petit livre blanc qui sera en téléchargement dans la semaine. Là. Enfin, il est terminé, donc on vous le mettra en téléchargement à un moment donné. Mais grosso modo, on est tombé sur, alors c'est un peu startup, mais on est tombé sur des personas ou des archétypes d'entreprises. Et il y a trois grands types d'entreprises. Euh, et dans ces trois grands types d'entreprises, c'est quand même assez lié au secteur d'activité. Si vous êtes un sous-traitant, par exemple, automobile de rang 1, c'est-à-dire que vous allez alimenter une usine type Renault, PSA, d'assemblage final d'automobile, par exemple, vous allez être très challengé sur vos objectifs puisqu'il vous faut un niveau de service au top, il vous faut des performances machines du coup derrière au top, une bonne qualité, etc. Donc très souvent, ces entreprises, il n'y a pas forcément de taille d'entreprise, mais quand on est une entreprise plus grande, ETI, à partir de 5000 personnes et grands groupes, dans la majeure partie des cas, il y a des démarches d'amélioration continue, il y a des relais, il y a une stratégie. Donc, les objectifs stratégiques sont raccrochés aux objectifs opérationnels jusqu'au poste de travail. Mais dès qu'on descend sur les entreprises plus petites, TPE, PME, moins challengées par un client qui souhaite un niveau de service très fort ou un niveau de qualité très fort, c'est là où on voit des disparités. Donc, sur le premier cas de l'entreprise qu'on voit, plutôt TPE, PME. Et à ce moment-là, tu me tiens au courant, Maxime, si Franck arrive. Ouais. En fait, on se rend compte que les plus petites entreprises, grosso modo, le premier problème, c'est souvent le dirigeant de l'entreprise ou le comité de direction, on va dire. Il n'y a pas ce niveau de culture de l'amélioration. Donc, ça s'explique par plein de choses, en fait. Déjà, par exemple, moi, dans mes études, je n'ai vu le Lean que très tard, plutôt à des niveaux Bac+5. Donc, ce n'est pas des choses qu'on apprend assez tôt. Alors, il y a maintenant, dans certains IUT ou DUT, il y a des petites sensibilisations au Lean. Il y a quelques IUT qui ont des usines-écoles, par exemple, dans lesquelles on peut comprendre un peu ce qui se passe. Mais globalement, c'est assez tardivement vu dans la scolarité. Et donc, il y a un problème de culture. C'est-à-dire que du coup, et ça rejoint un peu le point 3, le comité de direction ne fait pas vraiment le lien entre amélioration continue et cash. C'est-à-dire que pour eux, en général, des interviews qui sont remontées, s'il y a une tension sur la livraison des commandes, on va plutôt faire appel à des heures sup, à des intérimaires, à de la ressource extérieure, de manière à contrer ce problème de fin d'année, très souvent,
je vais mettre de l'argent. Je vais mettre de l'argent sur la table en recrutant ou en me prenant à l'intérimaire pour passer ce cap-là. Et il n'y a pas de lien qui est fait entre amélioration continue. Si on aborde avec ces dirigeants la notion de qualité, de bon du premier coup, de management visuel, de flux, de goulot, etc., ça ne leur parle absolument pas du tout. Et ce n'est pas du tout leur priorité. Leur priorité, c'est de livrer, en fait. Ça, c'est un premier constat. Donc, dans le livre blanc, on détaille un peu les différentes actions qu'il faut faire. Ça passera d'abord par une ouverture de chakra, en fait, de se dire, tiens, qu'est-ce que ça peut m'apporter en termes de performance? Et le raisonnement reste très financier, en fait. C'est quel impact cette amélioration continue va avoir sur la finance de mon entreprise et notamment sur mon besoin en fonds de roulement ou sur ma trésorerie et comment, voilà. Donc ça, déjà, tant qu'on n'a pas passé ce cap-là, ça ne sert à rien de vouloir former différentes personnes. Ça ne sert à rien de vouloir déployer d'amélioration au sens large en passant par un diagnostic. Il faut d'abord que le dirigeant soit bien, en termes de chakra, ouvert là-dessus pour se dire oui, l'amélioration continue, excellence opérationnelle, lean management. Il faut d'abord que moi, je sois convaincu et qu'est-ce que va être le retour sur investissement derrière. Le deuxième type d'entreprise, et donc on détaille dans ce livre blanc ensuite derrière les différentes actions pour passer du persona A au persona B. Ensuite, donc du coup, c'est très pragmatique en fait. Moi, c'est sûr que je vois dans le chat, on parle de l'humain, mais en fait, il y a une majorité des PME et des TPE en France qui sont quand même assez familiales et c'est souvent très drivé par le chiffre d'affaires, par le retour sur investissement. Et c'est pour ça qu'on voit assez peu de démarches d'amélioration de terrain. Et c'est assez compliqué. Donc voilà, il y a plusieurs phases. On pourra échanger ensemble sur c'est quoi votre point de vue. Ça pourrait être quoi les démarches. J'essaie de décrire quelque chose d'assez standard. Le deuxième persona, là, on a un comité de direction ou des dirigeants qui sont convaincus par l'amélioration continue. Ils savent que ça peut leur apporter de l'efficacité sur qualité, délai, performance, etc. Et sur la sécurité. Et par contre, ils ne savent pas par quelle boule prendre. Donc là, très souvent, c'est à ce moment-là où les entreprises peuvent faire appel à différents moyens, s'appuyer sur un UMM, s'appuyer sur une CCI. On sera plutôt sur de l'audit. Donc, de l'audit, c'est grosso modo, on va vous remettre un dossier et vous dire là, vous êtes bon, là, vous n'êtes pas bon, voilà ce qu'il faudrait faire. Et ensuite, passer par un diagnostic où là, ça va être comment fonctionne votre entreprise, quels sont vos points faibles, quelles sont vos pistes d'amélioration et par quoi il faut commencer et comment commencer. C'est-à-dire, quel chantier il faudrait lancer. Là, en général, le comité de direction peut être convaincu, mais par contre, il n'a pas forcément de relais. Donc là, on va peut-être plutôt commencer par des chantiers pilotes, par des chantiers démonstrateurs pour montrer le potentiel qu'on peut avoir derrière de retour sur investissement, par exemple. Et là, à ce moment-là, vous allez tout de suite avoir un problème de culture de toute votre entreprise. C'est comment je suis capable, moi, qui suis soit opérateur, soit à la finance, soit à la comptable, etc., de faire un pas de recul par rapport à mon travail de tous les jours et quelles sont les choses sur lesquelles je peux m'améliorer et réduire mes gaspillages. Qu'est-ce qui est rouge, qu'est-ce qui est vert, en fait. Et là, à ce moment-là, on va commencer à monter sur des premiers chantiers, puis peut-être du déploiement, mais ça prend beaucoup de temps. Moi, mon constat quand j'étais consultant et ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est qu'une démarche d'amélioration continue, c'est constamment mettre de l'énergie et ça prend du temps. Et moi, mon benchmark, c'est qu'il faut entre 3 et 5 ans pour qu'une entreprise soit autonome et qu'il n'y ait plus besoin de perfusion, d'experts extérieurs, de sociétés extérieures et que vous ayez vos propres relais internes et vous vous auto-alimentez de l'amélioration continue. Ça, c'est le persona 2. Et le persona 3, là, on est plutôt sur les ETI grands groupes, puisque aujourd'hui, un grand groupe qui n'a pas de démarche d'amélioration continue, moi, j'en connais pas. Il y a plusieurs démarches. Ça peut être plus tiré par la supply chain, un peu plus tiré par la qualité, plus tiré par vraiment les bases du lead pur, peut-être plus de TPM, plutôt sur les outils de maintenance quand on est dans de l'agroalimentaire ou de la pharmaceutique. On va utiliser les bons outils, en fait. Là, à ce moment-là, le deuxième problème, c'est comment le comité de direction qui veut aller assez vite tire bien la base pour que tout le monde suive bien et qu'il n'y ait pas une décorrélation entre terrain et vision. Et là, à ce moment-là, ça passe par beaucoup de formations et plutôt du terrain et des outils très, très simples de résolution de problèmes tous les jours, des 5S, être capable d'analyser du temps rouge, temps vert, d'être capable de trouver des pistes d'amélioration, puisque très souvent, dans ces entreprises, il y a des systèmes d'animation à intervalles courts avec des boucles. Donc, on peut appeler ça des top 5, top 10, top 20 ou des animations à intervalles courts, des AIC.
Et là, souvent, il faut alimenter tout ça. Et très souvent, on va se retrouver avec des plans d'action gigantesques et pas grand monde pour le piloter, pas forcément les bons relais terrain et pas forcément les bonnes personnes pour former tout le monde. Et on le voit dans les entreprises, dès que tout le monde est formé continuellement aux basiques, là, à ce moment-là, on va pouvoir remonter sur des problèmes, de la résolution de problèmes au quotidien, même des toutes petites choses. Chez Toyota, c'est beaucoup ça. On fait le job et on fait du Kaizen, de l'amélioration continue, tous les jours, petit pas par petit pas des gros chantiers. On peut mettre des gros chantiers derrière. Donc, Persona A, donc en gros, voilà. Et après, là, c'est là où on va rentrer dans des phases de capitaliser un petit peu ce qu'on fait, créer des systèmes de production peut-être aussi derrière. Et donc, du coup, on va d'abord, pour ces entreprises-là, essayer de former tout le monde. Et puis ensuite, ça va être poussé par peut-être des experts internes, externes, pour aller chercher les différents niveaux d'expertise. Donc, grosso modo, voilà, Persona A, Lean et Cash, il n'y a pas trop de lien. Deuxième Persona, on voit le lien, mais je ne sais pas par quelle boule prendre. Persona C, je sais que c'est important. J'ai déjà des relais, j'ai déjà un bout de bonne pratique, mais comment je vais plus vite? Et c'est là où nous, du coup, on a une solution pour ça aussi, pour aller un petit peu plus vite. Mais du coup, la priorité, c'est de se positionner où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est plutôt A, B ou C? Et suivant votre niveau, qu'est-ce qu'il vous faut derrière? Je crois que j'ai été assez long. Yes, super. Et pendant que tu parlais, j'ai lancé le premier sondage, Oui, donc avec normalement les résultats qui vont s'afficher. Donc, euh, c'est plutôt équilibré. assez équilibré finalement, avec Ouais, 29% d'entreprises, de personnes qui ont mis en place une démarche ligne et qui fonctionne très très bien. Donc, très bien, tant mieux pour eux. Et ensuite, des personnes qui ont une démarche qui ne fonctionne pas forcément idéalement ou qui n'ont pas encore euh, entrepris leur voyage ligne, si on peut s'exprimer comme ça, mais qui y pensent. Voilà. Franck nous a rejoint. Franck, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends, Franck? C'est bon? Ouais, c'est bon. Par contre, j'ai peur qu'il y ait un peu de bruit autour. Euh, Ok, on va le moment, s'adapter, ça pas de va. problème. Mm. Si tu as une caméra, n'hésite pas non plus à la mettre. Et avant de passer au retour d'expérience de Franck, j'ai un deuxième sondage à vous partager. On avait vu, donc Julien vous l'expliquait, les différentes causes qui ralentissent votre démarche ligne. On vous soumet aussi un sondage pour savoir aussi un petit peu, vous, de votre côté, ce qui bloque pour ceux qui ont une démarche ligne qui ne fonctionne pas encore idéalement. N'hésitez pas à répondre en quelques secondes. Je partagerai aussi les résultats. Nous, ça nous permet en fait voilà, d'en apprendre un peu plus et de finalement s'apercevoir peut-être qu'on n'avait pas forcément tort avec Il y nos a des choses que interviews. j'ai pas vues. Ou alors que Euh, j'ai pas eu tort. Ouais, ouais, c'est ça, effectivement. exactement, exactement. Ouais, Donc voilà, donc le manque de connaissances lean et le manque de relais sont les deux principales causes qui reviennent. Et c'est vrai que c'est aussi ça, c'est ce qu'on a pu voir nous aussi avec Julien. C'est les ça principales confirme. causes comme Julien. Super. Ça marche, je vous laisse encore quelques secondes. Et ensuite, hop, je vais dérouler euh, les slides pour Franck avec Du la coup, fameuse formule job, ouais, work plus Kaizen. Et à ce moment-là, Franck, je te laisse à ce moment-là peut-être te présenter ouais. avant de commencer. oui, bonjour. Donc, Franck, moi, je travaille dans un grand groupe de luxe qui a démarré une démarche Lean, en fait, il y a, je dirais, une vingtaine d'années et que j'ai eu la chance et le plaisir de pouvoir initier et accompagner de près ou de loin avec des allers-retours sur cette petite vingtaine d'années. Super, super. Yes. Euh, du coup, Alors, ouais, moi, je peux Franck, peut-être faire un peu Julien, le lien. vas-y. En fait, alors, moi, on se connaît bien avec Franck et donc, du coup, je l'ai interviewé notamment pour un de nos parcours Black Belt. On a fait un système d'interview. Je suis allé interviewer différentes personnes de différentes entreprises, plus ou moins grandes, consultants, etc. Et moi, ce qui m'avait assez marqué, c'est que, donc, du coup, toi, Franck, dans ton entreprise, vous avez une démarche d'amélioration depuis déjà plusieurs années. Et il y a eu 2 temps de ce que j'ai compris. Et en fait, vous avez fait un constat entre ces 2 temps. Et ça serait intéressant que tu nous en parles. Pourquoi, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier temps et qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième temps et qu'est-ce que vous avez compris par rapport à cette première phase?
Alors, la première phase, c'était vraiment une transformation totale, puisque du coup, on avait un fonctionnement qui avait rien à voir avec une organisation lean en production. Euh, donc, on a commencé, je crois, c'était en 2004 ou 2005, et ça a été une vraie transformation radicale des ateliers. Donc, par exemple, on a mis en place à cette époque-là donc des lignes de fabrication en U avec des postes équilibrés, là où précédemment, on avait des gens qui travaillaient plutôt à la tâche, de manière isolée les uns des autres, avec énormément d'encours. C'était une phase où il y avait énormément d'énergie, un sponsorship assez incroyable de la direction industrielle. On avait eu la chance à cette époque-là d'être accompagné par des consultants, et parmi ces consultants, il y avait quelques personnes qu'on pourrait qualifier en fait de sensei, hein, c'est-à-dire des vrais experts de la démarche, dont certains en fait avaient eu l'opportunité de travailler pendant plusieurs années chez Toyota. Et donc, dans cette phase-là, en fait, les gens, ils ont appris en faisant. C'est en faisant la transformation, je pense, qu'on apprend le mieux et qu'on comprend le mieux, en fait, quels sont les ressorts du lean manufacturing ou du lean management. D'ailleurs, il vaut mieux parler de lean management que de lean manufacturing. Donc, ça nous a amené pas mal de résultats. Ça s'est déployé au fil des années sur la totalité des ateliers. On a construit un certain nombre de choses. Je ne dirais pas qu'on était allé jusqu'à construire un système de production à cette époque-là, mais on avait un certain nombre de standards bien établis entre nos ateliers. Et puis, à un moment donné, on a relâché l'effort. En fait, la structure centrale s'est allégée, voire a quasiment disparu à un moment donné. On n'a pas proposé de parcours de formation ou de parcours initiatique, entre guillemets, en fait, aux gens qui arrivaient. Et nos équipes se renouvellent à un rythme qui est assez élevé. Et du coup, la démarche, en fait, s'est vraiment essoufflée. Donc, il y a une erreur fondamentale qu'il faut pas commettre, hein, c'est considérer que le Lean, c'est un projet. Non, ce n'est pas un projet. Si on le considère comme un projet, ben, à un moment donné, ça s'arrête et puis on retombe assez rapidement, alors peut-être pas au point de départ, mais en tout cas, on perd assez rapidement une partie des bénéfices qu'on avait obtenus. Et donc, on a repris le sujet maintenant il y a 7-8 ans. Et là, en fait, on était déjà globalement transformés. Et du coup, le constat que j'ai fait, c'est qu'il y avait beaucoup de gens en fait, qui ne comprenaient pas très, très bien ce qu'ils faisaient. Ou en fait, qui faisaient ce que faisaient leurs prédécesseurs, plus ou moins bien, plutôt un peu moins bien à chaque fois que quelqu'un succède à quelqu'un. Et du coup, on s'est relancé à ce moment-là dans une démarche de formation assez intensive. D'abord de nos experts, on va dire. Donc, on a formé, en fait, chez nous, nos experts, c'est plutôt des méthodes. Donc, on a créé des parcours Green Belt pour nos méthodes, et puis on a créé des parcours Black Belt pour nos responsables d'amélioration continue sur site. Ça permet en fait de leur donner un certain nombre de basiques et de faire en sorte du coup qu'ils soient à l'aise en fait dans leur job et dans le rôle qu'on attend d'eux. Et notamment qu'ils maîtrisent les concepts principaux. Et surtout, pour moi, ce qui est absolument essentiel, c'est que ce soit des parfaits représentants ou des parfaits, des gens qui maîtrisent parfaitement l'approche de résolution de problèmes, et en particulier. Alors après, on l'a fait avec la méthode qu'on veut. Nous, on a choisi la méthode DMAIC parce qu'on l'a trouvée assez parlante avec les 5 phases. On choisit après la méthode de résolution de problèmes qu'on souhaite, mais c'est extrêmement important d'avoir des gens qui comprennent en profondeur ce que c'est une résolution de problème. Du coup, l'effet que ça a eu après, entre à cette phase-là, du coup, peut-être que moi j'ai plusieurs questions, mais qu'est-ce que ça a changé sur le terrain? Parce que du coup, pour mettre un petit peu de contexte, cette entreprise, c'est plutôt une entreprise
d'assemblage, on va dire. Donc, si des personnes sont dans l'agroalimentaire, des choses comme ça, c'est pas tout à fait le même process, mais c'est la même, c'est la même philosophie. À un moment donné, vous allez certainement être confronté à ce genre de problème-là. Mais une fois que vous avez cranté sur cette phase 2, quel changement t'as vu, toi? Euh, du coup, ça s'est fait progressivement. Et puis là, en ce moment, je dirais que c'est en train de s'emballer. C'est-à-dire que je vais être très, très honnête, hein, ça a été très long en fait de revenir au même niveau que celui qu'on avait atteint la première fois. On a d'abord formé plutôt donc, quelques experts. Avec ces experts-là, on a repris en fait des démarches type chantier, voilà, chantier Kaizen. Et donc, chantier après chantier, on a montré que du coup, à chaque fois qu'on prend une zone, on arrive à dégager des gains significatifs, que ce soit en termes de productivité, en termes de qualité, en termes de surface au sol, en termes d'encours, en termes de lead time, enfin les gains classiques qu'on fait à travers ces chantiers-là. Mais chantier après chantier, en fait, on retombait à peu près toujours sur la même chose. Donc là, on est passé dans une deuxième phase qui a été de s'engager dans un travail assez conséquent de standardisation, mais dans le détail, en fait, de nos processus. Hein. Je peux prendre un exemple. Hein, ce que j'appelle un processus dans ce cas-là, c'est aussi simple qu'un suivi horaire, c'est-à-dire comment je fais mon suivi horaire en bout de ligne, comment je suis, par exemple, mon bon du premier coup, comment je manage les boîtes rouges. Et donc, la phase d'après, ça a été de former, ou en tout cas de remettre en fait aussi en mouvement nos managers. Parce que du coup, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le lean manufacturing, c'est un terme que j'utilise pas beaucoup. Moi, je préfère parler de lean management. C'est-à-dire que le lean, c'est vraiment du management. Et donc, on s'est engagé aussi dans un programme du coup de formation de nos managers qui sont en fait en réalité les premiers vecteurs de l'amélioration continue. C'est-à-dire que les experts, ils sont là en soutien, ils sont là en support. De temps en temps, ils vont mener des chantiers très significatifs. Mais le plus important, c'est que au quotidien, on arrive à mettre la cale, et pas seulement mettre la cale, c'est qu'au quotidien, on arrive aussi avec les équipes à générer jour après jour des petites améliorations. C'est pour ça, si tu reviens sur le premier slide, Ouais. je pense que vous avez tous déjà vu ça sur LinkedIn. Un puissance 365 se fait toujours 1. Donc, et en réalité, si vous ne faites rien, non seulement vous ne progressez pas, mais stagner, c'est déjà une réussite. En général, si vous ne faites rien, vous régressez. Et moi, j'aime beaucoup cette formule-là parce que 1.01, ça peut sembler pas grand-chose, mais répéter ou démultiplier 365 jours dans l'année, à la fin de l'année, ça fait un chiffre conséquent. Et moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire on est en réussite à un moment donné dans un système d'amélioration continue si effectivement l'amélioration continue, c'est devenu l'affaire de tous, du patron jusqu'à l'opérateur, et que chacun au quotidien vient avec cet état d'esprit-là qui est, parce que chez Toyota, ils appellent job is work plus Kaizen. C'est-à-dire, je viens ce matin pour bosser, certes, mais aussi pour contribuer à faire que ma journée soit un tout petit peu meilleure que la journée d'hier, et ce tous les jours. Et du coup, ça se fait pas avec des armées d'experts, ça se fait avec le management et avec les opérateurs sur le terrain. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, et là, je pense qu'en ce moment, on est en train de donner en fait de la vitesse à cette phase-là. On est en train de repartir aussi dans de la formation et de l'accompagnement de l'ensemble de nos opérateurs, mais sur des choses extrêmement simples, c'est-à-dire effectivement les éveiller à la culture du rouge-vert, en fait. Dans ce que je fais, est-ce que c'est quelque chose à la fin qui va apporter de la valeur ajoutée à mon client, alors que ce soit mon client final, mon client intermédiaire, peu importe. C'est les éveiller aussi un tout petit peu à la résolution de problèmes. Et sans partir dans des trucs très compliqués, hein, c'est la résolution de problèmes parfois très simples.
Et ce qui est important autour de la résolution de problème, c'est l'état d'esprit qui va avec. C'est-à-dire qu'un problème, c'est une opportunité de pouvoir progresser. Et ça, c'est aussi clé, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble de l'organisation se mette dans cet état d'esprit-là, que c'est en faisant apparaître nos problèmes qu'on va se mettre en situation de pouvoir les résoudre. Et c'est en travaillant sur… Donc, on a utilisé plusieurs formules. Je dis, un problème est une opportunité, ou bienvenue au Croix-Rouge, ou les problèmes sont mes amis, etc. etc. Et parce que la tendance naturelle est plutôt de planquer en fait ces problèmes, et notamment quand on est opérateur. À un moment donné, on a fait une pièce KO. Si on a un management qui est là pour venir taper sur l'opérateur quand il a fait un KO, plutôt que de se poser pour essayer de comprendre, OK, derrière la personne, c'est quoi le process qui n'a pas fonctionné, en fait, ça ne prend pas. Donc, voilà, je dis quelques experts dans un premier temps. Ensuite, un effort massif sur notre management. Et puis maintenant, pour déclencher ce que j'appelle aussi un peu l'effet boule de neige, c'est embarquer l'ensemble des collaborateurs dans la démarche. Donc, je vais citer quelques exemples très simples. Je pense à un autre, en fait, c'est le brief, le brief du matin, en fait. Il n'y a pas plus simple comme outil. Alors, on appelle ça le brief chez nous. Vous pouvez l'appeler ça l'AIC 5 minutes, enfin, peu importe. Un brief bien animé dans lequel les collaborateurs ont bien compris ce qu'on attend d'eux, c'est une occasion magique pour tous les jours spotter sur un ou deux sujets et se dire OK, aujourd'hui, je prends celui-là, et si celui-là, je le traite avec vous, moi, manager, et en fait, on aura réussi notre journée et elle se passera, encore une fois, un tout petit peu mieux peut-être que celle d'hier. Et les personnes sur le terrain, tous les jours, ont du temps pour faire des résolutions de problèmes, les 5 pourquoi, des causes-effets, il y a des tableaux, il y a des supports sur le terrain ou pas? Comment… Alors, le premier support, en fait, c'est le premier support, c'est le support le plus simple, c'est notre tableau fin de ligne. Donc, sur notre tableau fin de ligne, on a quelques indicateurs. Donc, on a classiquement, on trouve des 12-30 avec l'historique des 12 mois et les 30 jours du mois. Nous, on a fait un 3-30 parce que ça bouge souvent quand même dans nos ateliers. Donc, historique sur 12 mois, pas forcément de sens. Donc, on a des indicateurs de qualité, le BPC et nos rejets, puis on a un indicateur de performance au sens rendement de l'équipe. Et sur ces indicateurs, à chaque fois, on va essayer de faire noter par les gens sur le BPC, c'était quoi la cause majeure de non-BPC de la journée ou de l'équipe. Sur la non-qualité, c'est quoi le top de la non-qualité de la journée. Et sur le tableau fin ligne, on va trouver aussi le suivi horaire. Donc, le suivi horaire sur lequel, alors là, c'est pareil, c'est un long travail d'éducation. Mais du coup, ce qu'on attend, c'est qu'à chaque fois que j'ai une tranche horaire qui est en écart à l'objectif, je demande à avoir une explication. Et à nouveau, si quand vous recevez l'explication, vous ne vous mettez pas en mode les problèmes sont mes amis, ça ne sert à rien et ça ne dure pas très longtemps. Donc au départ, on a des explications qui sont d'un niveau pas forcément hyper intéressant. Et puis après, on commence à avoir des explications plus qualitatives. La machine, à telle station, elle était en panne. Et puis après, on nous dit, la machine, elle a eu une panne pour telle raison. Et puis au bout d'un moment, vous arrivez à avoir des gens qui vous posent le problème et qui proposent une solution. Et du coup, le tableau fin de ligne, il se complète avec un petit plan d'action qui est à la main de l'équipe et du chef d'équipe, où on est sur des niveaux d'action extrêmement simples. Et l'objectif, c'est d'en avoir tous les jours 2, 3 qui apparaissent et puis qui disparaissent au fur et à mesure qu'on les traite. En fait. Du coup, est-ce qu'il y a du temps de réserver? Il y a ce temps-là du brief. Notre management, on essaye aujourd'hui de le cadrer avec ce qu'on appelle un agenda synchro, c'est-à-dire que du coup, on essaye de protéger le management. Je dis, c'est vraiment un élément clé en fait dans le dispositif, le manager. Donc, il a ses routines le matin, il fait ses briefs, son tour de terrain et puis son point perf avec son patron, son chef d'atelier. Donc, en gros, là, il a une séquence de routine qui dure, on va dire, à peu près 1h30. Et après, on a essayé de lui geler, en fait, 2 fois 1 heure dans sa journée. Une le matin, une l'après-midi, pour que ce soit, du coup, du temps qu'il puisse consacrer à 100%, sans être perturbé, à passer, là, du coup, avec ses équipes. Donc, c'est un temps qui est
qui est libre, entre guillemets. On l'a formé, hein. On lui a donné quelques outils. Et en fait, en fonction de ses problématiques, il va déclencher l'utilisation d'un outil ou d'un autre. Donc, je n'ai pas forcément un temps qui est réservé au quotidien pour les opérateurs. C'est plutôt pour le manager que ça s'est fait. Et après, le manager, lui, il est libre, il est responsable, c'est le patron de son secteur. Donc, si à un moment donné, il considère qu'il a besoin de prendre une ou deux personnes pour bosser avec lui sur un sujet, il est complètement libre de le faire. Du coup, dans ces créneaux-là, soit il va faire d'observation de poste, que certains appelleraient de l'audit de ce travail standardisé, soit il va regarder à un instant quelle est sa valeur ajoutée ou sa non-valeur ajoutée sur ligne, et il va faire des choses comme ça, en fait. Oui, il va commencer sa phase de mesure des MAIC, en fait. Il va mesurer, analyser, puis ensuite, il y aura une innovation qui sera en intelligence collective, quoi. Ouais. Exactement. Donc, du coup, c'est un investissement que vous… En fait, c'est ça qui est intéressant derrière, c'est que c'est un investissement quand même. Je vois, j'avais lu aussi, on peut intégrer ce genre de choses dans des fiches de poste. Moi, je me souviens, dans certaines entreprises, tous les opérateurs avaient dans leur fiche de poste une ligne contribuer à l'amélioration continue de son poste de travail. Et ça faisait partie de sa mission d'avoir un œil un peu extérieur. Par contre, il faut avoir les outils pour le faire, il faut avoir la manière d'observer un poste de travail et dire ça, c'est normal, ça, c'est pas normal. Ça reprend un peu la notion de standard. Est-ce que le standard, il est bien mis ou pas, de manière à pouvoir dire je suis au-dessus, je suis en dessous, je suis sur la ligne. Donc ça demande d'avoir aussi réfléchi en amont. C'est quoi les bons objectifs? Ce que tu disais, quel nombre de produits je dois sortir toutes les heures? C'est quoi le bon niveau de bon du premier coup? Qu'est-ce que je tolère pas? Et qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, en fait? Et la normale, du coup, comment on le traite, quoi? Et oui, et c'est vrai que c'est un investissement tous les jours, quoi. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commencer à les poser sur le chat, hein. Yes. Tu vois, là, j'ai vu une question passer pour toi, Franck. C'est est-ce que on parle beaucoup de la ligne de production? Est-ce que ça a été poussé dans les services un peu ou pas? Comment ça se passe? En fait, nos ateliers, ils sont quand même consacrés. En fait, si on prend la partie les opérateurs et toutes les fonctions qui sont directement sur la fabrication, c'est 90% de nos effectifs. Donc, on se concentre encore actuellement essentiellement quand même sur la partie sur le floor, en fait, et sur le flux de production. Après, c'est un raccourci un peu rapide malgré tout de dire ça. On a fait quelques tentatives de formation Green Belt à des services support, hein. Donc, on avait fait à un moment donné aussi former quelques personnes. Donc, du coup, qu'on bossait plutôt à ce moment-là sur des processus administratifs en essayant de les simplifier. Et puis après, alors c'est pas du lean, mais c'est du lean aussi en même temps. En fait, sur le développement produit, en fait, on a aussi des approches qui sont très très proches du lean management. Et donc là, dans ce cas-là, on a formé aussi massivement les équipes de développement à ces démarches-là. Ouais, top. Est-ce que je vois, c'est Thomas là, qui nous pose cette question. Est-ce que depuis que ça a été lancé, toutes ces démarches-là, est-ce que tu as des gains mesurables, alors peut-être pas forcément chiffrés purs, mais des pourcentages est-ce qu'il y a plus d'implication du personnel? Est-ce que tu as plus de résolution de problèmes? Est-ce que tu remontes plus de problèmes? Est-ce que tu as une baisse du turnover aussi peut-être? Voilà, qu'est-ce que tu as vu comme évolution, en même temps que le marché a évolué aussi? Le turnover, en tout cas chez les opérateurs, c'est pas forcément un sujet de préoccupation majeure. En fait, on a une bonne fidélisation de notre personnel. On l'avait même avant de démarrer ces démarches-là. Après, du coup, je ne saurais pas dire de ce point de vue-là si ça s'est amélioré ou pas. En fait, j'ai pas de chiffres. Pour moi, le gain le plus important qu'on a fait en réalité depuis 20 ans, c'est le développement des compétences de nos collaborateurs. Et même avant de parler des compétences d'amélioration continue, c'est les compétences métiers. C'est-à-dire que au fil des transformations, je dis, au début, on a fait des schémas de ligne équilibrés en venant d'une organisation beaucoup plus taylorisée en fait initialement. Ensuite, on a développé des modèles de ligne beaucoup plus agiles. Et en fait, au fil des années, on a développé la compétence de nos équipes, on a développé leur polyvalence.
Et ça, aujourd'hui, en fait, c'est un vrai acquis, c'est un vrai avantage compétitif, je pense, et ça nous permet d'avoir aujourd'hui une flexibilité assez importante et en tout cas de coller extrêmement bien en termes de production aux besoins de notre marché, en fait. Yes. Ok. Ouais, du coup, donc c'est vrai que vous êtes dans un environnement où c'est important de comprendre, je pense, c'est que les produits évoluent très vite, les durées de vie aussi sont courtes, du coup, parce que bon, on est dans le luxe, donc il y a les modes, il y a les cycles aussi. Donc, effectivement, et ça, on le retrouve souvent dans les entreprises matures au niveau du lean, la gestion des compétences, polyvalence, polycompétence, c'est super important parce que on va demander à la personne peut-être de passer d'un produit à l'autre plusieurs fois par an. On va leur demander de changer de poste de travail. Dès qu'on parle de gestion un peu agile, c'est-à-dire qu'on va faire peut-être plusieurs postes de travail sur un même îlot de production. Donc, on parle plutôt de polyvalence. Mais on peut aussi être amené, moi je m'en souviens, suivant les charges et les capacités des différents secteurs, il y a plus de charges en logistique ou sur tel secteur ou un autre secteur, être capable d'avoir de la polycompétence. Et ça, c'est hyper important parce que souvent, on focus beaucoup sur avoir un outil de production flexible. Mais si derrière, on est sur on a aussi les hommes et les femmes qui composent toute cette entreprise, il faut qu'eux-mêmes soient flexibles. Et donc, la flexibilité passe par la polyvalence et la polycompétence. Et là, à part former, faire du training au poste de travail ou sur la machine, etc., il n'y a pas d'autre solution que de Et passer. donc, je disais, j'ai pas de. Enfin, c'est le turnover, c'est pas forcément un indicateur que je suis. Mais ce qui est certain, c'est que les retours en fait, des équipes, en fait, jamais reviendra en arrière. C'est-à-dire que dans le temps, ils pouvaient faire la même chose tous les jours de la semaine et toutes les semaines de l'année. En fait, aujourd'hui, ils peuvent de temps en temps être amenés à fabriquer presque un produit en entier, en fait, et changer plusieurs fois de produit dans l'année, changer de secteur. Et du coup, les retours en termes d'intérêt porté au travail, ils sont très bons. Puisqu'il y a toujours plus de sens de fabriquer, de comprendre qu'on est en train de monter une cathédrale plutôt que de poser une pierre, en fait. Et également, en fait, un des gros, je pense, un des gros points de satisfaction du personnel, hein, c'est le côté, la polyvalence et l'alternance à haute fréquence en fait, d'activité permet de limiter aussi tout ce qui est risque de troubles musculo-squelettiques, fatigue, etc., Oui. etc. Et je vous dis, moi, ça m'arrive de retourner de temps en temps sur le site où on avait démarré cette démarche-là. En règle générale, je suis bien accueilli, hein, je vous rassure. Et les gens, voilà, je dis, à aucun prix, ils voudraient revenir en arrière. Ouais. Et revenir sur de la monotâche, sur du monotone, enfin du plus monotone, quoi, du coup, derrière. Ouais. Du coup, il y a une petite question de Christophe qui nous dit quand tu dis que vous libérez 2 heures par jour, les managers avec leur équipe, ils profitent de ce temps pour résoudre des problèmes. C'est ça, hein? Enfin, Oui, c'est ça. c'est C'est exactement ça, ça. hein. Ok, C'est ça, mais il ne ok. faut pas imaginer que c'est forcément un truc compliqué, hein. Voilà, on m'a soulevé des points ce matin, on l'a mis dans le plan d'action, bah, ok, j'en reprends un, je retourne voir la personne qui me l'a donné, et puis on travaille ensemble pendant 3 minutes, ok, on a une idée de solution, et puis on se met en situation de la tester. Ça peut être prendre du temps pour faire de l'observation, ça peut être à un moment donné, si j'ai un sujet un peu plus tordu, bah, c'est l'attaquer en mode résolution de problème simple avec un petit groupe, et puis on bosse une première fois le temps qu'il faut. S'il y a besoin d'un peu plus de temps pour faire des essais, valider une hypothèse, et ben on le prend, et puis on réunit le groupe une deuxième fois, et ainsi de suite. Hmm. En fait, c'est vraiment ce qu'on cherche là, c'est un petit peu tous les jours. Parce qu'un petit peu tous les jours, vraiment tous les jours, à la fin d'une année, ça fait beaucoup. Ouais, Mm, c'est clair, c'est clair. ça marche. On va laisser les Ouais, questions pour la fin. On a encore deux, trois trucs à vous montrer. On est là aussi pour ça. On va vous parler aussi maintenant. Alors, merci à toi, ouais, merci beaucoup. Franck, de ton témoignage. C'est super intéressant. On va aussi maintenant vous parler, tout à l'heure, on parlait beaucoup de résolution de problèmes, d'animation d'intervalles courts.
On va vous présenter rapidement par partage d'écran notre nouveau kit. En fait, ceux qui ne nous connaissent pas, donc on fait de la formation, comme l'a dit Julien, en ligne avec du serious game. L'idée, c'est aussi d'apprendre avec des supports ludiques. Et donc, on a créé un nouveau kit pour répondre justement aux problématiques soulevées par les responsables ligne, les directeurs ligne qu'on avait pu interroger. Et donc, on a créé une nouvelle solution qu'on a appelée le kit amélioration pour tous, avec en fait un accès hyper simplifié, un seul URL finalement, pas d'inscription, pas d'adresse mail comme auparavant, on pouvait le faire chez Seven Shapes, on peut toujours le faire. Mais l'idée avec le kit, c'est de se connecter très simplement de façon illimitée. Donc, on a un lien par site et on peut former 200, 300, 500, 1000 personnes si on veut avec un seul lien sur un même site. L'idée aussi, c'est d'avoir quelque chose de très facile à installer. Donc, une mise en place en 5 minutes. À ce moment-là, je vous montrerai rapidement à quoi ça ressemble avec en fait un accès comme vous pourriez l'avoir finalement. Donc, un clic, j'arrive sur la Seven Shape School et je vais rentrer directement dans le kit sans forcément avoir besoin de m'inscrire. Donc, pas d'adresse mail. Et l'idée, quand on a créé ce système-là d'accès sans inscription, c'est de pouvoir aussi que les opérateurs qui n'ont pas forcément d'adresse mail pro puissent se connecter avec des ordinateurs, des PC que vous pouvez avoir à disposition pour de la formation au kit amélioration pour tous. Donc ici, c'est très simple. En fait, on va avoir une couleur par type de niveau. Donc Julien, n'hésite pas à compléter si tu vois que j'oublie des choses. Donc on va avoir en fait des fiches téléchargeables en vert ici, donc on y reviendra juste après. Et ensuite, on va avoir des vidéos sur les fondamentaux finalement pour déployer, se former au lean management. Donc des choses sur les principes clés du lean, sur des outils, des méthodes très concrètes, donc comme le 5S. Tout à l'heure, on parlait de temps rouge, temps vert, de résolution de problèmes. Donc Kyokusei Ishikawa, 5 pourquoi. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la démarche. Des choses, tout à l'heure, on en parlait des rituels d'animation, comment mettre en place des rituels d'animation et des choses aussi sur le standard. Et en fait, pour chaque thématique, l'idée, c'est d'avoir du contenu théorique avec une vidéo, donc couleur violet, donc très très simple, entre 0 et 5 minutes de contenu pour l'apport théorique. Et ensuite, pour certains outils comme le 5S, la valeur ajoutée, d'avoir un mini-jeu pour pratiquer finalement, pour se former à tel ou tel outil. Donc ici, je vais vous présenter rapidement un des outils qui est l'analyse rouge-vert. Finalement, quand on est sur un poste de travail, donc je passe rapidement les bulles. Ici, on va observer Sophie qui va assembler un drone en 10 étapes. Et pour chaque étape, on doit déterminer si c'est plutôt une valeur ajoutée pour mon client ou plutôt un gaspillage. Et gaspillage qu'on aura vu en fait dans une vidéo juste avant pour apprendre, que certains connaissent, je pense, les 7 gaspillages ou 7 plus 1, voire même 7 plus 2 parfois. Donc, je passe les bulles ici et en fait, on va pouvoir catégoriser ce que fait Sophie. Est-ce que c'est plutôt une valeur ajoutée, plutôt un gaspillage? Ici, on a vu Sophie récupérer le châssis du drone, donc plutôt un déplacement, donc techniquement plutôt un gaspillage. Donc, on va catégoriser ce gaspillage et ensuite, on va continuer. Donc, je ne vais pas faire tout le mini-jeu parce qu'il dure à peu près un quart d'heure. Mais en gros, on va catégoriser toutes les étapes d'assemblage de mon drone. Donc, ça peut être du déplacement, du gaspillage. Et l'idée, c'est qu'à mi-parcours, on se corrige, on fasse des erreurs, c'est normal, on se corrige, on met en place une amélioration parmi les améliorations proposées, et ensuite, on refait l'exercice. Et l'idée, voilà, c'est de pratiquer la valeur ajoutée, les gaspillages, les améliorations avec le mini-jeu. Et en fait, on va avoir des mini-jeux comme ça aussi sur la résolution de problèmes. Ishikawa, 5 pourquoi. Comment contextualiser, trouver les causes potentielles et trouver les causes racines du problème. On va retrouver aussi, après les mini-jeux, des quiz pour valider ses connaissances. Donc l'idée, c'est qu'on peut aller piocher dans l'ordre qu'on veut, l'outil qu'on veut, au moment où on le souhaite. Donc ici, on a une série de 5 questions. Donc je vais répondre assez rapidement. Qu'est-ce que la non-valeur ajoutée? Bon, hop, ça n'ajoute pas de valeur au produit. Hop, question d'après, question d'après. On a ensuite un petit débrief sur les questions auxquelles j'ai bien répondu et les mauvaises réponses. Donc, on peut ensuite aller se corriger. L'idée, c'est vraiment de faire des erreurs, d'apprendre de ces erreurs et d'avancer comme ça de façon illimitée finalement pendant un an. Donc, on peut s'en servir sur son PC, sur un écran tactile. La semaine dernière, on était avec Julien sur BI 4.0 sur grosse télé tactile et ça marche très, très bien.
si vous voulez mettre des télétactiles dans vos ateliers, typiquement pour vos animations intervalles courts, la School fonctionne hyper bien dessus. Donc, ça peut être aussi de former des opérateurs, des collaborateurs en groupe devant l'écran tactile pour aussi générer un peu l'intelligence collective, générer les idées, générer les réflexions et ensuite passer sur le terrain, sur un 5S, sur un Ishikawa, sur un temps rouge, temps vert, par exemple. Et donc, on a un quiz de positionnement tout en haut qui est un quiz d'une dizaine de questions. En gros, ça vous permet de le faire dans un premier temps. Et ensuite, vous le refaites à la fin, une fois que tout le monde aura passé les différents niveaux. Il ne faut pas hésiter aussi à mixer les typologies de learning. C'est-à-dire qu'on fait aussi, là, on va le proposer pour un de nos clients, à faire un peu de présentiel, une partie autonome et en présentiel, donc en autonomie, en fait. On va poser des questions et faire le lien avec le terrain. Donc, ça peut être avec un vidéoprojecteur et puis vous faites le jeu ensemble en petit groupe de 5-6 personnes. Soit vous faites une partie en autonomie complète, puis vous faites une partie chantier, une partie terrain ou une partie jeu de plateau aussi. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez, si vous avez déjà un petit jeu de plateau, continuer ça. Vous pouvez effectivement, je vois une question, vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs en même temps. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de limite. C'est ça la nouveauté. Ouais. Pas besoin d'email, pas besoin d'identifiant, un lien et puis c'est parti. C'est juste une offre par site. Donc, suivant la taille de votre site, il y a une tarification qui est différente, mais c'est illimité. C'est-à-dire que vous pouvez aussi, le lien est utilisable. Donc, voilà, en gros. Et ensuite, on a aussi intégré, pour ceux qui veulent repartir en fait, avec un livret, des documents téléchargeables. Donc, vous avez tout d'abord un guide d'animation qui est plutôt à destination des personnes qui seraient, on en parlait tout à l'heure, des relais qui veulent animer des formations en présentiel ou à distance. On trouve aussi des fiches outils en fait, qui vont en fait, condenser sous forme de PDF. Vous avez un petit extrait ici. En PDF, tout le contenu de la formation que vous pouvez télécharger, imprimer et avoir sur un coin de votre bureau, par exemple. Et on retrouve enfin aussi un pack OBEA qui peut aussi vous servir en fait à mettre en place dans un OBEA un affichage, un management visuel pour de la résolution de problèmes, pour du suivi d'indicateurs. Donc tout ça intégré au kit en accès illimité. Et donc on peut avoir 500 personnes sur un même lien, si vous avez un site de 500 personnes, sur un même lien avec un accès illimité pendant 1 an à tout le contenu. Donc l'idée, c'est vraiment de se former et d'y aller quand on veut, où on veut. On peut aussi adapter un peu votre kit, on peut mettre des couleurs, on peut l'adapter à votre société, mettre le logo de votre entreprise, par exemple, aussi. Et puis, on peut aussi faire une partie de customisation de ce pack. Si toutefois vous voulez une vidéo supplémentaire de d'autres packs yellow, green ou black, si vous souhaitez en enlever, en rajouter. On a d'autres mini-jeux sur lesquels on est en train de travailler aussi, standard, SMED, Kanban, etc. Donc, c'est un peu plus poussé du coup que juste la sensibilisation ligne. Donc, voilà, en gros. Mais, donc, on a des choses dans l'office qu'on peut aussi intégrer dans le kit. par exemple. C'est vraiment sur le besoin. On a un kit, on va dire, standard, et après, c'est hyper flexible de ce côté-là. Voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de former tout le monde. Et quand on dit tout le monde, ce n'est pas forcément que les opérateurs. C'est aussi peut-être ce que je dis aussi, comptable, RH, finance, voilà, des gens de la logistique, la qualité, enfin vraiment tout le monde pour que tout le monde soit bien sur le même niveau, quoi. Top. Ça, super. Du coup, on a dit qu'il y avait une petite surprise. Ça. Voilà. Alors, pour tous ceux qui sont inscrits au webinar, tous ceux qui ont assisté au webinar, on vous propose en fait moins 15% sur votre première commande de kit. Donc, ça peut être un kit sur un seul site, ça peut être un kit sur différents sites, suivant la taille de votre entreprise. Il y a un tarif PME, un tarif grand groupe qui s'explique notamment par le nombre de connexions qu'on peut avoir en simultané. Vous pouvez avoir 1000 personnes sur un site et ça vous coûtera le prix de quelques cafés finalement pour former en fait tous vos collaborateurs, que ce soit effectivement des gens en prod ou des gens en RH, des gens au commerce, sur les différents outils pour déployer, pérenniser avec l'intelligence collective, l'animation à intervalles courts, les standards, pour déployer une culture d'amélioration continue. Donc, nous avons vos emails, donc nous savons qui. C'est ça. Nous savons qui des 15%. C'est ça. Exactement. Nous avons des noms. Top. Je vois qu'il y a encore des questions. À ce moment-là, on va peut-être pouvoir passer. Je vois qu'il est 54. On va essayer de pas trop déborder sur le temps. On va passer à la session de questions-réponses. Alors, vous pouvez soit effectivement les écrire dans l'espace discussion ou dans l'espace questions-réponses, soit vous pouvez aussi normalement lever la main si vous voulez prendre la parole et poser la question en direct sur le kit, sur
l'expérience de Franck qui pourra aussi répondre à vos questions. Je crois qu'il N'hésitez y a pas. une question sur le tarif pour les centres de formation. Alors, pour les écoles, on a des tarifs déjà pour les écoles, donc ça peut rentrer dans ce cadre-là. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à nous contacter, on en parle. Ouais. On a des tarifs écoles. C'est ça, exactement. Lean Green, ouais. Alors, oui, kit amélioration de Lean and Green. Alors, pas encore. On est en train de travailler dessus sur la première base de simulation. Donc, on vous tient au courant. Mais ça pourrait être hyper intéressant. Ouais, 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 ouais. Ouais, on imagine. Déjà, il faudrait qu'on ait déjà on est en train de travailler sur le premier produit pour avoir du Green and Lean. Mais évidemment, on pourrait imaginer un kit de sensibilisation au Green and Lean. Ouais. Alors, je remonte un peu le fil des questions. Hop, Je vais hop, répondre en hop. live. Thierry, ouais, du coup, oui, Ouais. en fait, on a anglais, français. Alors, on n'a pas de flamand, mais suivant ta demande et les volumes, on peut traduire assez rapidement, sans problème. Alors, le flamand, après, il faut trouver un traducteur anglais-flamand. Ça doit sûrement exister, hein, c'est sûr. Mais oui, c'est possible de traduire, puisque on n'est que sur du texte, nous. Hein, donc, on n'a pas de voix off. Alors, on a une voix off en anglais, mais on a des sous-titres qu'on peut faire en flamand, en suédois, en tchèque, en ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Alors, j'ai une petite question de Mehdi tout à l'heure. Je pense que c'était plutôt à destination pardon, de Franck. Franck, comment as-tu réussi à mobiliser tes collaborateurs pour mener la démarche d'amélioration continue? Quelles ont été les étapes? Comment as-tu réussi à fédérer les équipes autour du projet, autour de la démarche finalement Lean? Ton Si Franck micro est nous fermé, entend. hein, Franck. Ouais. Ouais. Ouais, c'est une vaste question. Ouais. Au tout début, quand on a fait notre première transfo, en fait, on a investi beaucoup de temps de formation plus en mode conduite de changement. C'est-à-dire déjà, en fait, on s'est appuyé à l'époque sur un jeu de plateau, en fait, un jeu de Lego. Où on simulait à partir d'un assemblage de véhicules en Lego l'ancienne orga, on les faisait réfléchir sur ce qui pouvait marcher mieux et progressivement on les amenait à construire ce qui était l'orga qu'on allait mettre en place avec eux sur le floor. Après, ce qu'on a fait aussi beaucoup dans la première phase de transformation, c'est qu'on faisait régulièrement des débriefs en fait, hein, pour faire parler les gens, ce qui va pas, et on prenait beaucoup de temps pour les écouter. Et puis après, c'est toutes les démarches dans lesquelles on peut les associer. On a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le beau geste. Donc le beau geste, c'est notre façon d'appeler le travail standard. Donc on n'est pas des ayatollahs du travail standard, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément aller définir dans un détail extrême en fait la gestuelle, la position très spécifique de l'outil à tel endroit sur le poste de travail, etc. Peut-être parce qu'on n'en est pas encore là, et peut-être parce qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose de le faire. En tout cas, ça dépend des postes, ça dépend des contextes. Et du coup, pour travailler le beau geste, on travaille en général sous forme de vidéo, c'est-à-dire qu'on fait une vidéo des 2, 3, 4, 5 personnes qui pratiquent le poste. Ensuite, on les met en salle, ils regardent chacune des vidéos et puis ensemble, sous la supervision de leur chef d'équipe, en fait, ils définissent ensemble quelle est la meilleure façon de faire en essayant de respecter une logique sécurité, ergonomie, qualité et puis performance au sens temps, mais qui arrive après les 3 autres. Et en fait, les gens, ils sont en général assez fiers en fait de parler de leur travail, de comment ils le font, de leur savoir-faire. Donc ça a été vraiment un des outils qui a très très bien fonctionné. Qui permet d'associer les gens tout en s'intéressant dans le détail à quel est leur métier en fait. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Les chantiers, ça marche bien aussi hein, quand vous avez l'opportunité. Ouais. Et par contre, du coup, en fait, pour faire du nombre avec des chantiers, c'est très très long. Mais quand vous faites un chantier sur une zone qui dure 3 jours, 4 jours, 5 jours, en règle générale, vous transformez profondément. Donc, il faut bien choisir les gens que vous embarquez. Parfois, d'ailleurs, il faut plutôt choisir des gens positifs, mais aussi des gens un peu réfractaires, parce que ça peut être des opportunités assez incroyables de les transformer en gens convaincus, en fait. Mais de toute façon, je pense que dès lors que, encore une fois, on considère
qu'un problème, c'est une opportunité, qu'on prend le temps d'écouter les gens et de construire avec eux, et réellement de construire avec eux. Hein. Je ne parle pas d'avoir la solution et d'essayer de leur faire dire ce qu'on a envie qu'ils disent, en fait. Hein. Du coup, il faut accepter de temps en temps de faire aussi autre chose que peut-être la première idée qu'on avait eue. Alors ça aussi, il faut avoir du temps, il faut pouvoir se le permettre. Mais de temps en temps, voilà, le meilleur chemin n'est pas forcément le chemin tout droit non plus, en fait. Hein. Ça peut vous faire gagner à très court terme et puis passer à côté d'autres opportunités un peu plus tard. Donc, Ouais, non, mais c'est intéressant sur les notions de chantier. Je sais que vous pratiquez beaucoup, moi, ce que j'appelle, on peut appeler ça des chantiers de percée, des chantiers Oshin ou des chantiers Kaizen Blitz, en très restreint, en 3-4 jours, 4-5 jours, on va dire, sur une semaine. Donc, ça mobilise la production et les équipes une semaine, on va dire. Donc, c'est très organisé. Il y a des phases de prépa en amont pour aller plus vite. C'est un peu comme un sprint, quand on se prépare avant, on ne se prépare pas pendant le sprint. Et ça, c'est intéressant pour faire des bons progrès, pour monter plusieurs échelons en même temps. Et très souvent, effectivement, il y a toujours une grosse phase d'intelligence collective. Le fait d'être sous contrainte de temps, ça génère énormément de créativité. Par contre, on ne peut pas baser toute sa stratégie sur un enchaînement de blitz comme ça, parce qu'on ne peut pas faire sprint sur sprint, sinon on se fatigue. D'où l'intérêt d'avoir aussi ce quotidien petit pas par petit pas pour stabiliser les chantiers Kaizen comme ça et générer de nouveaux chantiers Kaizen pour dire bah, là, on va prendre un lot d'actions et puis on va les mener et faire un bon progrès. Ouais, donc ça, c'est intéressant de mixer les différents types en fait. Ouais, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai vu les questions passer, on vous enverra en fait un petit email de remerciement aussi quelques jours après la fin du webinaire avec le replay. Donc, vous pouvez toujours le revoir, Oui. le partager également. Pas de problème. Est-ce qu'il y a encore quelques questions peut-être avant qu'on se quitte? Je vois qu'il est midi 2. On se laisse encore peut-être 1 ou 2 minutes voir s'il y a des questions. N'hésitez pas. Normalement, vous pouvez lever la main ou prendre la parole. Je peux aussi vous permettre de parler. Voilà. Je vous laisse encore 1 ou 2 minutes s'il y a des questions. Merci à tous d'avoir participé au webinaire. Voilà, une dernière minute de questions s'il y en a. Merci tout le Dans monde. tous Tout les le monde dit cas, merci. C'est cool. c'est ça. Merci. Dans tous les On cas, refera. on est disponible. C'est ça exactement. Ouais. Ouais. Merci à toi, Franck, Merci de ta beaucoup, Franck. présence. Ouais. C'était super, avec super plaisir. intéressant. Et à très bientôt. Ouais, du coup, à la n'hésitez Seven pas quand School. vous recevrez le mail aussi. Voilà, on travaille sur plein de choses, notamment sur des forums ou des choses comme ça pour essayer d'avoir un max de choses comme ça. Si vous avez des thèmes ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email pour dire ah, voilà, ça c'est un thème qui m'intéresse. Est-ce qu'on pourrait en parler, en discuter Ouais, je vois le BTP. Ouais, on est aussi sur le On coup est dessus, ouais. sur le lean BTP, sur le lean bâtiment, ouais, le lean de construction. Donc, ouais, il y a plein de choses, hein, Green and Lean, BTP, les mini-jeux, on travaille sur beaucoup de choses. Donc voilà quoi. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur LinkedIn, par mail, à réagir à des posts, à réagir aux posts qu'on fera après le webinar. Ça nous aide. Hein, on va traiter vos problèmes à vous, quoi. Super. Bah, merci à tous. Merci Julien. Merci Ouais. Franck. Merci Maxime. Merci Franck. Ouais. À très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Salut Franck. Ouais. Salut. Salut. Ciao. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. À bientôt.